Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais une vidéo questions-réponses sur la série Géologie. À la suite du quatrième épisode, nous avions parlé des falaises de craie et j'ai reçu quelques questions, quelques remarques dans les commentaires. Et donc nous allons aujourd'hui regarder certains sujets. Donc on va à nouveau rebondir un petit peu sur la craie, sur l'iridium qui a été mentionné, les veines de silex dans la craie, les formations de fer rubané, la formation du charbon et les traces d'animaux dans le registre fossile. Nous avons Pascal qui nous dit en période de prolifération, les concentrations de coccolithes peuvent être multipliées par 100. Si j'ai bien noté vos chiffres, au lieu de dépôts d'une dizaine de centimètres par millénaire, on aurait donc en cas de prolifération une dizaine de mètres par millénaire, 1 mètre par siècle. Avec le déluge, on serait plutôt à environ 1 km par an. Vous supposez donc qu'il y aurait eu un dépôt 100 000 fois plus fort que dans les pires cas de prolifération et 10 millions de fois supérieur qu'en temps normal. Les différentes sources d'accélération du phénomène que vous citez sont bien loin du compte. Eh bien, oui, beaucoup de matière en suspension était disponible dans l'eau de l'océan pour alimenter la croissance explosive des coccolithophores, jusqu'à ce que tout se dépose. Évidemment, cette matière organique a été digérée via une chaîne alimentaire. Les bactéries auraient décomposé les matières organiques, les coccolithophores ont ensuite digéré cette soupe bactérienne, ce qui leur a permis d'absorber le CO2 de l'atmosphère pour produire leur exosquelette en carbonate de calcium. Ces coccolithophores ont ensuite été mangés par le zooplancton, les poissons et d'autres petits organismes qui ont ensuite excrété les coccolithophores dans des pellets fécaux qui ont rapidement coulé vers le fond océanique peu profond. Leur taux de sédimentation a également été accéléré par divers mécanismes que j'ai présentés dans la vidéo sur les falaises de craie comme la flocculation. Des agents bactériens ont ensuite travaillé à durcir le détritus des coccolithophores en craie. C'est le même processus qui se produit dans les océans aujourd'hui. La différence pendant le déluge, c'est que ces processus ont été beaucoup plus vastes avec beaucoup plus d'énergie disponible pour effectuer un travail géologique. Cette énergie a produit des courants d'eau rapides qui ont trié ce matériau en couches, y compris les silex mentionnés, et d'autres grands fossiles. La théorie créationniste propose que les conditions uniques lors du déluge, comme des proliférations massives d'algues, coccolithophores et foraminifères, ont permis une accumulation rapide de la craie. De plus, des bouleversements tectoniques, des éruptions volcaniques et la chaleur des eaux post-déluge ont favorisé une production rapide de carbonate de calcium. Avec le déluge, nous avons un événement géologique unique, majeur, catastrophique durant l'année où il s'est déroulé, quelque part vers 3300 avant Jésus-Christ. C'est le plus grand événement géologique de la Terre et effectivement, il ne faut pas le comparer à ce qui se passe aujourd'hui parce que les processus d'aujourd'hui ne ressemblent en rien à la puissance et à la particularité des processus pendant le déluge. Je ne vais pas redonner tout le calcul, toute l'explication concernant la prolifération des coccolithes, mais si vous allez voir donc cet épisode numéro 4 sur les falaises de craie, eh bien vous trouverez l'explication complète à partir de 10 minutes 50, donc c'est une vidéo de 34 minutes, et à partir de 10 minutes 50, eh bien je commence à parler de ça, de la prolifération explosive dans des conditions uniques, et donc voilà, c'est à vous de voir après si cela a du sens, mais voilà, tout y est, je pense, pour se faire un avis. Si on regarde les vidéos des expériences de stratigraphie de Guy Berthaud, on voit que des laminations fines se forment effectivement instantanément. La clé n'est pas le temps, mais les conditions. Parce que Pascal parlait du temps pour expliquer les falaises de craie et bien d'autres choses. Les courants d'eau rapides, selon les lois de la physique, trient les particules en couches selon leur taille et leur densité. En ce qui concerne la craie, qui sort rapidement de la suspension, l'industrie de l'eau est experte en la matière, car les usines de traitement des eaux doivent retirer le carbonate de calcium du système afin d'éviter l'accumulation dommageable de matériaux de carbonate dans les tuyaux. Cela se fait en ajoutant de l'argile bentonite qui provoque l'agglutination du carbonate de calcium et sa sortie immédiate de la suspension par gravité, par flocculation. Et vous pouvez voir une vidéo du processus sur YouTube. Les courants d'eau rapide font également cela, car ils peuvent faire sortir rapidement de la suspension des particules très fines, par exemple de la taille du limon et de la boue, pour former de fines laminations.
Je voulais dire un mot également sur les bivalves que vous voyez à l'écran, qui ont deux moitiés de coquilles opposées. Et ce genre de fossile est la preuve d'un enfouissement rapide. Voici ce qu'en dit David Catchpool. Les deux valves de chaque coquille sont reliées par un ligament élastique avec un gros muscle central servant à fermer la valve contre la traction du ligament. Le fait que les bivalves fossilisés soient fermés suggère qu'ils ont été enterrés vivants. D'ordinaire, lorsque le muscle central se relâche après la mort, le ligament tire les coquilles vers l'ouverture, mais dans ce cas, le poids des sédiments sous-jacents, des preuves de dépôt du déluge, a empêché cela. De nombreux fossiles de bivalves découverts dans la craie et dans les roches ont les deux moitiés fermées. En d'autres termes, ils ont été enterrés rapidement alors qu'ils étaient encore vivants et préservés dans les minéraux, et cela prouve bien qu'ils ne sont pas morts de cause naturelle sur le fond marin, mais qu'ils ont été emportés par les sédiments. Donc ça, c'est un point clé que j'ajoute à toute l'argumentation sur la craie que j'avais déjà présentée dans l'épisode numéro 4. Et nous avons Pascal qui nous dit « Votre explication de sédiments cartoonesques n'explique pas non plus les veines de silex des falaises de craie. » Et je mentionne également le commentaire de Master X officiel qui avait répondu à Pascal et il avait dit « Le paragraphe précédent n'est rien d'autre qu'une mauvaise représentation et simulation de ce que produit un véritable déluge sur différents types de roches et sols. Ça ne remet pas en cause qu'il peut bien y avoir des particules fines qui peuvent aussi provenir de l'érosion, puis se sédimentent par densité. Il n'y a pas eu que des tsunamis et autres catastrophes durant toute l'année du déluge. » Et c'est vrai, là-dessus j'appuie Master X officiel, parce que le déluge est un événement complexe d'un an, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de tsunamis, la montée des eaux, du volcanisme, la subduction, l'élévation des montagnes, le processus de reflux des eaux. Donc c'est un événement très varié, en un an il se passe beaucoup de choses, et c'est vrai qu'on ne peut pas uniquement le réduire, comme le font souvent les évolutionnistes, en une phrase. Si le déluge était vrai, il aurait fait ceci, ou si le déluge était comme cela, il aurait fait autre chose. Les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Et ensuite, Master X officiel termine en disant « Concernant les veines de silex sur les falaises, de même que le charbon, la vraie question à se poser sans faire appel au déluge, comment se sont-ils formés sur des lignes régulières ?» Et j'ai interviewé récemment le docteur Tim Clary, spécialiste en géologie, et je lui avais posé la question de quel serait le paysage en fait si la Terre vieille était vraie. Eh bien, il nous dit qu'en fait, on n'aurait pas ces couches régulières, ces couches fines, qui montrent qu'il n'y a pas eu de temps entre ces couches, qu'il n'y a pas eu d'érosion. Et tout ça, ça se comprend beaucoup mieux en fait dans le modèle diluvialiste. Tout s'explique mieux dans le modèle diluvialiste, même l'ordre des fossiles, la fossilisation en elle-même, parce que la nature est très très forte quand il s'agit de recycler. Heureusement que Dieu a conçu ainsi, parce que sinon, tous les déchets s'accumuleraient. Et c'est vrai qu'on ne s'attend pas à avoir des fossiles. Et comme on va dans un instant en parler des fossiles de créatures qui n'ont presque pas de partie dure, par exemple. Et tout cela s'explique mieux dans des processus uniques, très spéciaux, durant l'année du déluge, et non dans l'évolution lente pour laquelle on ne s'attend pas à un certain nombre de choses. Mais continuons, et je vais éviter de digresser. Mais je vais encore dire un mot sur les veines de silex dans la craie. Ce sont des formations géologiques constituées de silice, de quartz, qui apparaissent sous forme de couches ou de nodules dans les dépôts de craie. Il est tout à fait possible que les courants du déluge aient déposé des silex dans ces couches par un tri différentiel de différentes densités. Il suffit de regarder les vidéos des expériences en stratigraphie pour voir comment cela peut facilement s'expliquer en termes d'accumulation de strates dans des courants d'eau rapide. Cependant, une autre explication est que les silex sont diagénétiques, ce qui signifie qu'ils sont le résultat des changements physiques et chimiques qui se produisent lors de la conversion des sédiments en roches sédimentaires, qui est un processus à la fois chimique et bactérien. Que peut-on dire de la présence du silex en lui-même? Là encore, il faut recourir au déluge. Il n'y a pas de consensus parmi les géologues sur la façon dont le silex et le chert a pu se former. Il ne se forme pas dans les océans d'aujourd'hui, donc le dogme uniformitariste selon lequel le présent est la clé du passé n'explique pas la présence du silex. Cependant, la chimie indique que le silex ou le chert est un produit hydrothermal. Mike Howard cite des géologues séculiers qui le reconnaissent. Il déclare « Petit Jeune a fait remarquer que de nombreux scientifiques pensent que le chert stratifié a été directement précipité à partir d'une eau sursaturée en silice
et que les radiolaires présents dans le scherst sont accidentels. De plus, Raki et Corday suggèrent que les processus volcaniques et hydrothermaux peuvent avoir rapidement augmenté la teneur en silice de l'eau. La concentration en silice de l'eau hydrothermale peut être plus de 1000 fois supérieure à celle de l'eau de mer ambiante. Howard place la chimie du silex et du scherst dans le contexte du déluge et dit « On peut imaginer un scénario de déluge dans lequel des processus volcaniques hydrothermaux ajouteraient de grandes quantités de fluide chaud riche en silice à l'eau. La silice supplémentaire provoquerait parfois une énorme prolifération de radiolaires, selon que des radiolaires vivants flottent ou non au-dessus des eaux riches en silice. Les changements de température ou de composition chimique de l'eau pourraient provoquer une précipitation rapide de silice à l'échelle locale ou régionale, parfois avec la présence d'organismes radiolaires dans le précipité. Howard fournit donc des preuves chimiques très raisonnables que le silex est un dépôt du déluge. De plus, il existe d'autres anomalies dans le silex qui ne peuvent être prises en compte dans la pensée uniformitariste. Par exemple, les terriers fossiles d'organismes enterrés sont remplacés par du silicium. Cela signifie que les sédiments aqueux qui remplissaient ces terriers étaient riches en silice dissoute. De telles conditions chimiques uniques sont prévisibles pendant le déluge, qui était un événement tectonique et qui aurait rapidement enseveli les organismes benthiques qui tentaient d'échapper aux couches sédimentaires nouvellement déposées par le déluge. De telles conditions ne sont pas normalement observées dans les océans d'aujourd'hui. Et nous avons Pascal qui nous dit à nouveau « Les fossiles très fins avec moulage des tissus mous nécessitent une sédimentation très fine, rien à voir avec les conditions diluviennes qui devraient au contraire se traduire par de hauts niveaux d'énergie, détruisant quasiment toute structure fine. Des inondations brutales, des tsunamis se traduisent par des sédiments bien plus grossiers, voire des blocs, qui concasseront les restes organiques. Ces fossiles montrent que la Terre est en fait beaucoup plus jeune que ce que les scientifiques conventionnels estiment. La découverte de tissus mous fossilisés ne peut pas s'être produite sur des millions d'années, car ces matériaux se décomposent trop rapidement dans les conditions normales. Cela demande un événement très particulier que nous n'observons pas aujourd'hui. Il y a aussi des fossiles de pieuvres et de méduses qui posent problème. Ces animaux n'ont pratiquement pas de partie rigide. Ces derniers auraient dû se décomposer rapidement. Il a fallu une catastrophe soudaine pour qu'ils se fossilisent. Pour ce cas-ci, certains chercheurs ont avancé la thèse d'une absence d'oxygène ayant permis la fossilisation. Mais l'explication n'est pas convaincante, car il y a des exemples de carcasses de poissons qui se décomposent même en l'absence d'oxygène. Aussi le sol océanique regorge de bactéries. Quand une pieuvre meurt aujourd'hui, elle se décompose en une tache visqueuse et disparaît en quelques jours. Plus précisément, l'animal doit être enterré rapidement, alors qu'il est encore vivant ou peu après sa mort, sous des mètres de sédiments, afin d'exclure l'oxygène et d'empêcher toute autre récupération ou décomposition. De telles conditions ont certainement été présentes dans l'océan lors du déluge mondial. Aucun coup de chance miraculeux n'est nécessaire. Il existe de nombreux exemples d'organismes à corps mou dans les archives fossiles. De plus, on a des fossiles de pieuvres enfermés dans du calcaire. Les géologues de longue date pensaient que le calcaire prenait beaucoup de temps à se former. Nous avons déjà parlé de la formation du calcaire dans le premier épisode, et cet argument vient s'y ajouter. Un fossile de pieuvre enfoui dans du calcaire représente un défi supplémentaire pour la pensée évolutionniste. Mais pour les créationnistes bibliques, il n'y a pas de mystère, car les conditions qui prévalaient pendant le déluge étaient propices à la formation rapide de calcaire. Pascal continue et nous dit « Vous avez souvent des couches correspondant à des événements à peine visibles comme l'iridium, que l'on retrouve sur une couche très fine partout dans le monde, avec des datations qui correspondent, mais plus de 10 000 fois plus anciennes que la Terre jeune à 6 000 ans. Ou par exemple les fers rubanés, qui correspondent aux phases de saturation en oxygène produites par les plus vieux organismes capables de faire de la photosynthèse. Pas non plus explicable avec l'histoire de la Terre jeune. Alors, je vous laisse retenir cette partie sur les phases de saturation en oxygène qui ont été produites par les plus vieux organismes capables de faire de la photosynthèse, parce que cela n'est plus nécessairement maintenu aujourd'hui par les évolutionnistes, cette explication-là. Et donc nous allons parler un petit peu de l'iridium déjà, avant de parler de fer rubané. Parce que l'iridium, on en parle souvent lorsqu'on parle de la disparition des dinosaures, qui dans le scénario évolutif
Et c'est produite à cause d'une météorite dans une péninsule de Yucatan au Mexique. Certains évolutionnistes disent ça. Beaucoup d'autres disent autre chose. Ils parlent de maladies, de régime alimentaire, d'autres choses. Ils parlent d'autres causes de disparition des dinosaures, parce que c'est vrai que on ne voit pas cette disparition immédiate dans le registre fossile. Mais voilà ce que je peux dire sur l'iridium et sur cette théorie, finalement, qu'on appelle la théorie du grand impact. D'une, l'extinction n'a pas été si soudaine, en utilisant les interprétations évolutionnistes à long terme des archives géologiques. Mais la propagation dans les archives géologiques est logique si une grande partie des dépôts sédimentaires s'est formée lors du déluge de Noé. Les espèces sensibles à la lumière ont survécu. Les extinctions ne sont pas corrélées avec les dates des cratères. Les éruptions volcaniques modernes ne provoquent pas de schémas d'extinction mondiaux, même si elles provoquent une baisse temporaire de la température. L'enrichissement en iridium, censé être une preuve clé de l'impact d'une météorite, n'est pas aussi clairement défini qu'on le prétend. Les carottes de forage du cratère de Chicxulub, apparemment une preuve irréfutable sur la péninsule du Yucatan, dans le sud-est du Mexique, ne soutiennent pas l'idée qu'il s'agisse d'un cratère d'impact. L'article de synthèse du météorologue Mike Howard, L'extinction des dinosaures, dans le Journal of Creation, explique de nombreuses caractéristiques des fossiles de dinosaures qui sont compatibles avec un déluge, ainsi que des traces de dinosaures compatibles avec la fuite des eaux du déluge. Howard souligne que l'enrichissement en iridium peut être causé par un volcanisme massif, comme le reconnaissent de nombreux évolutionnistes. Cela aurait certainement été une caractéristique de l'année du déluge, associée à la rupture des fontaines du Grand Abîme de Genèse 7.11. Howard convient que les plus grandes anomalies d'iridium ont été causées par des météorites frappant pendant le déluge. Il dit « L'argile riche en iridium tombant de l'atmosphère ne s'accumulerait que pendant les accalmies temporaires du déluge. » Il existe aujourd'hui plus de 30 horizons d'iridium dans les archives du Phanérozoïque. Ceux-ci peuvent s'expliquer par un ralentissement du taux de sédimentation lorsque l'iridium est tombé du ciel, qu'il s'agisse d'une source terrestre ou extraterrestre. Il ne pose aucun problème pour le déluge. Autrement dit, les couches d'iridium marquent des accalmies dans le taux de sédimentation pendant le déluge. La pluie d'iridium elle-même étant plus ou moins continue pendant le déluge. Bien que certains des critères attendus pour identifier un impact de météorite soient présents sur le site de Chicxulub, comme des minéraux déformés et soumis à une pression élevée, on n'a pas trouvé suffisamment de ces matériaux pour justifier un impact important. Et même ces minéraux peuvent être causés par d'autres circonstances, notamment une cristallisation rapide et une activité volcanique. Le plus gros problème est ce qui manque, l'iridium, un élément chimique plus abondant dans les météorites que sur Terre, est un marqueur principal d'un événement d'impact. Quelques traces ont été identifiées dans les carottes de 2 puits forés, mais aucune quantité significative n'a été trouvée dans les éjectats du site de Chicxulub. La présence d'une couche riche en iridium est souvent utilisée pour identifier la limite Crétacé-Paléogène, mais ironiquement, il n'y a pratiquement pas d'iridium dans les éjectats du site même qui est présenté comme une preuve irréfutable. De plus, les modèles séculiers suggèrent que les couches riches en matière fondue résultant de l'impact auraient dû dépasser de 2 ou 3 km d'épaisseur sous la partie centrale du cratère de Chicxulub. Cependant, les puits de pétrole et les carottes forées sur le site ne le confirment pas. Les couches riches en matière fondue les plus épaisses rencontrées dans les puits mesuraient entre 100 et 300 mètres, soit bien loin des épaisseurs attendues de 1500 à 3000 mètres. Et plusieurs des couches riches en matière fondue étaient bien plus fines que 100 mètres ou étaient inexistantes. Les couches riches en matière fondue, plus fines que prévu, l'absence d'anomalies substantielles en iridium et les explications alternatives pour les minéraux déformés et à haute pression, ainsi que l'anomalie de gravité suscitent toutes des inquiétudes concernant le cratère de Chicxulub et en fin de compte la théorie de l'extinction des astéroïdes elle-même. Un impact a peut-être eu lieu à Chicxulub pendant le déluge, mais si tel est le cas, il semble avoir été beaucoup plus faible que ce que l'on prétend généralement, ne créant qu'une fraction des effets postulés. Et il est tout à fait possible qu'il n'y ait jamais eu d'impact à Chicxulub en premier lieu. Toutes les données peuvent avoir d'autres explications sans impact. L'impact de Chicxulub est devenu l'histoire emblématique que la plupart des scientifiques séculiers utilisent pour décrire ce qu'ils appellent l'extinction majeure qui a anéanti les dinosaures. Et ils ont besoin d'une telle histoire parce qu'ils rejettent catégoriquement l'histoire de la Terre telle que décrite dans la Bible, y compris le déluge mondial. Afin d'expliquer la disparition des dinosaures et d'autres créatures, ils maintiennent l'impact de Chicxulub comme l'un des principaux facteurs de leur histoire
même si les preuves de cet impact ne sont pas aussi solides qu'ils le prétendent. Dans sa publication intitulée The Hell Creek Formation, The Last Gap of the Pre-Flood Dinosaurs, dans le Creation Research Society, le Dr Timothy Clary propose que la formation Hell Creek, généralement connue pour documenter la disparition des dinosaures à la fin du Crétacé, représente en réalité les derniers vestiges des dépôts liés au déluge biblique. Clary critique l'interprétation scientifique dominante qui voit cette formation comme la preuve de l'extinction des dinosaures causée par l'impact d'un astéroïde. Il avance plutôt que les fossiles retrouvés dans cette formation ont été déposés par les eaux du déluge, soulignant les preuves de transport par l'eau et la présence de fossiles marins comme des requins et des mollusques, qui sont mélangés aux dinosaures. Il considère que ces indices confirment une influence marine majeure, potentiellement causée par des vagues tsunamiques qui auraient transporté des eaux océaniques loin dans les terres, englobant à la fois les organismes terrestres et marins dans les sédiments. Il suggère également que certains dinosaures pourraient avoir survécu au-delà de la limite Crétacé-Paléogène, avec des restes trouvés dans des couches légèrement plus récentes, ce qui remet en question les conclusions traditionnelles sur l'extinction des dinosaures. Cette perspective s'inscrit dans une vision créationniste de l'histoire géologique, où le déluge mondial est vu comme un événement clé dans la formation de nombreuses strates terrestres et dans la fossilisation massive des animaux. Le Dr Clary fait valoir que la présence d'iridium, un élément souvent utilisé pour identifier la limite Crétacé-Paléogène et l'événement d'extinction massive associé à l'impact d'un astéroïde, est limitée et inégale dans la formation Hell Creek. Il explique que cette irrégularité rend l'utilisation de l'iridium pour marquer la fin de la formation problématique. En d'autres termes, la présence d'iridium n'est pas un indicateur fiable ou universel de la fin de la période Crétacée dans cette région. Clary souligne que la concentration d'iridium n'est pas trouvée de manière systématique dans tous les sites de la formation Hell Creek. Cette observation remet en question la validité de se baser uniquement sur l'iridium pour définir la limite temporelle de la formation. Il critique la tendance des géologues séculiers à ignorer d'autres données géologiques qui pourraient fournir des informations plus complètes. En particulier, il mentionne les preuves de sédimentation par l'eau et l'influence marine présente dans les strates de Hell Creek, qu'il interprète comme étant liées à des dépôts causés par le déluge biblique. Ainsi, Clary conclut que l'anomalie d'iridium utilisée par les scientifiques pour tracer la limite entre le Crétacé et le Paléogène n'est pas suffisamment robuste pour expliquer de manière fiable l'extinction des dinosaures et que des événements hydrologiques massifs comme ceux associés au déluge sont une meilleure explication des formations géologiques et des fossiles observés. J'en reviens maintenant à la formation des fers rubanés. Les temps géologiques étendus ne sont pas nécessaires pour les réactions géochimiques comme la formation des formations de fer rubanés et des gisements de sulfure de cuivre, en particulier sous des conditions hydrothermales. J'avais par le passé débattu avec un géologue sur ce sujet. Il y a un article, s'il vous intéresse, n'hésitez pas à aller le regarder, il y a beaucoup de choses sur le sujet, mais nous allons également en parler ici. Les formations de fer rubané se sont formées rapidement à la suite d'événements géologiques catastrophiques, en lien avec l'activité volcanique et les fluides hydrothermaux. Ces événements ont pu provoquer une précipitation rapide de matériaux riches en fer et en silice dans les fonds marins. Le déversement massif de fer et de silice dans les océans s'est produit au cours des premières étapes du déluge, avec un dépôt rapide dans des conditions d'eau dynamique. Le fer a été rapidement précipité à partir de fluides hydrothermaux riches en fer qui ont émergé de l'activité volcanique sous-marine, créant les couches alternées d'oxyde de fer et de silice observées dans les formations de fer rubané, qu'on appelle en anglais Banded Iron Formation. Harry Dickens déclare « Je considère que les premières formations de fer précambriennes, type Algoma et supérieure, se sont formées au début de la semaine de la création par un déversement catastrophique de roches volcaniques et de formations de fer rubané associées. Le deuxième et seul autre océan mondial s'est formé au plus fort du déluge de Noé. Les formations de fer de type Rapitane sont intercalées avec des mixtites néoprotérozoïques et ces mixtites sont considérés comme représentant des flux de masse au début du déluge de Noé. Il dit encore, les données géochimiques indiquent que les formations de fer néoprotérozoïques résultent d'un mélange entre une composante hydrothermale et détritique, tandis que les données sur les éléments des terres rares indiquent une interaction substantielle avec l'eau de mer. J'en déduis que les fontaines du déluge qui ont ouvert la croûte
aurait fourni la composante hydrothermale et l'érosion des terres causée par la pluie du déluge aurait fourni la composante détritique. Dans son article intitulé « Le développement de la tectonique des plaques a provoqué la disparition des formations de fer en bande », Lassell propose que les formations de fer en bande se soient formées par la resédimentation d'hydroxyde de fer et de monticules de silicate à proximité des sources hydrothermales. Ces monticules ont été créés par l'extinction rapide de fluides chauds riches en fer dans l'eau de mer froide. Le passage à la tectonique des plaques, avec la création et la subduction de la croûte océanique, a conduit à la destruction de nombreux gisements de formations de fer rubané. L'article rejette les modèles traditionnels exigeant un océan anoxique et souligne le rôle de l'activité tectonique dans le dépôt et la disparition des formations de fer rubané. La vision traditionnelle des formations de fer rubané suggère qu'elles se sont formées dans un ancien océan anoxique, pauvre en oxygène. Dans ce modèle, le fer ferreux, le fer sous sa forme soluble, a été lessivé à partir de minéraux terrestres et transporté dans l'océan. Là, le fer et la silice ont été introduits par des cheminées hydrothermales. L'oxygène, produit par la photosynthèse ou photolyse précoce, s'est combiné au fer ferreux, provoquant sa précipitation sous forme d'hydroxyde ferrique, le fer insoluble. La silice coprécipiterait alors, probablement en raison de processus d'évaporation, formant la structure en couche distinctive des formations de fer rubané. L'argument contre le modèle traditionnel de formation de fer rubané repose sur plusieurs points. La solubilité du fer. Le fer ferreux ne se dissout que dans des conditions acides et précipite sous forme d'hydroxyde ferreux lorsqu'il est neutralisé. D'autres composés comme le carbonate ferreux et le sulfure ferreux sont également insolubles, ce qui signifie que le fer serait éliminé de la solution même sans oxygène. Le comportement de la silice. La silice existe en équilibre entre une suspension colloïdale et une solution ionique. Elle forme un gel hydrophobe lorsqu'elle est déstabilisée, ce qui l'élimine de la solution. Les conditions de la Terre primitive. Les premiers océans de la Terre étaient peu profonds, avec peu de terre, ce qui rendait peu probable un réservoir anoxique de fer et de silice. Le modèle alternatif de formation des formations de fer en bande propose qu'elles aient été créées par la resédimentation d'hydroxyde de fer et de silicate déposés autour des cheminées hydrothermales, comme les fumeurs noirs modernes. L'eau de mer chaude qui s'infiltre à travers les laves mafiques dissout le fer et la silice, qui précipitent rapidement lorsqu'ils sont mélangés à l'eau froide, formant des monticules autour des cheminées. Ces monticules instables s'effondrent, générant des courants qui redistribuent les matériaux, créant la structure en couche des formations de fer rubané. Le modèle met l'accent sur le rôle du soulèvement tectonique, de l'érosion et de la subduction dans leur formation et leur destruction, qui correspondent au modèle de la tectonique catastrophique des plaques du docteur géophysicien John Baumgartner. Pascal nous dit, comme beaucoup de couches, leur horizontalité initiale est déformée par les mouvements tectoniques lents. S'ils étaient rapides, la roche se briserait au lieu de fluer, encore une impossibilité. Alors, l'horizontalité initiale est pliée parce que les sédiments étaient encore mous quand le plissement a eu lieu. Les arguments de métamorphisme pour expliquer les roches pliées dans les montagnes ne sont pas convaincants et ne résistent pas à l'analyse microscopique des grains, mais c'est un sujet sur lequel je reviendrai. Mais effectivement, dans le modèle évolutif, on pense que le plissement s'est fait après la lithification, après la cimentation, ce qui est une exigence pour maintenir le scénario des milliards d'années. Les géologues de longue date imaginent que la contrainte, avec ou sans chauffage, agissant sur la roche confinée, appliquée progressivement et pendant suffisamment longtemps, généralement des millions d'années, peut provoquer la déformation de la roche cassante comme du plastique, et les plis dans les roches sont expliqués en ces termes. Les roches profondément enfouies sont sous pression, et selon les évolutionnistes, il est possible qu'elles se soient lentement pliées lorsqu'elles étaient solides. Le problème de cette idée est que la roche solide se comporte de manière cassante. Si elle est soumise à la pression, elle ne se pliera pas, mais se brisera. Un pli est constitué de deux composantes de contrainte qui agissent simultanément, la compression et la tension. Dans la moitié la plus externe du pli, les forces de tension sont à l'œuvre, et dans la moitié la plus interne, les forces de compression sont à l'œuvre. On s'attendrait donc à avoir des fractures fragiles sur la moitié la plus externe et des signes de compression sur la moitié la plus interne. Cependant, les chercheurs n'ont pas observé ce phénomène dans les plis du Grand Canyon, par exemple. La roche semble s'être déformée comme de l'argile humide.
elle devient plus fine là où le pli a été en tension, sans montrer de fracture de tension, et plus épaisse là où elle a été en compression, mais sans montrer de signe d'écrasement. C'est une preuve convaincante que le sédiment était encore humide et plastique, comme de l'argile, et non pas de la roche solide lorsqu'il a été plié. Dans le Grand Canyon, où les strates plissées font partie d'une formation plus vaste, appelée Kaibab Upwarp, la couche la plus profonde, le grès de Tapit ou Tapit Sandstone, est censée avoir 550 millions d'années. La couche supérieure des couches plissées, le calcaire de Kaibab, aurait été déposée 300 millions d'années plus tard. La couche inférieure est censée être des millions d'années plus vieilles que toutes les couches intermédiaires. Ainsi, comme elles ont été toutes pliées ensemble de manière plastique, la compréhension simple des preuves est qu'elles étaient encore humides et souples au moment du plissement. Les adeptes de la géologie terre vieille doivent donc trouver un moyen de contourner ce problème. Pour préserver les âges longs, les roches doivent être considérées comme capables de se plier sans se briser dans un passé non observable sur des périodes de temps très longues. Le déluge offre un mécanisme explicatif simple. Des sédiments humides se sont rapidement déposés sur toute la planète, en vastes couches pendant le déluge, et si les strates étaient encore molles et malléables, un peu comme des couches d'argile, elles auraient pu être rapidement pliées par les mouvements de la Terre, plutôt que lentement déformées, sans se briser ni s'effriter, ce qui est le modèle évolutionniste. Dans le documentaire His Genesis History, Mountains After a Flood, le documentaire explore des changements géologiques qui se sont produits après le déluge biblique, tels que décrits dans le livre de la Genèse. Le film présente l'idée que le monde post-déluge a été marqué par une activité géologique importante comme l'élévation rapide des montagnes, des éruptions volcaniques massives, des tremblements de terre et des inondations régionales. Les géologues créationnistes, dont Andrew Snelling et John Whitmore, suggèrent que ces événements ont conduit au plissement de couches de sédiments mous, comme on le voit dans les formations dans le Grand Canyon. Le film remet en question les modèles géologiques conventionnels en suggérant que les plis des couches rocheuses, qui s'expliquent généralement par des millions d'années de chaleur et de pression, se sont en fait produits peu de temps après le dépôt des sédiments pendant le déluge. Les chercheurs soutiennent que ces couches étaient encore molles et malléables, permettant un pliage rapide sans rupture, ce qui étaye un modèle de terre jeune et un événement mondial de déluge plus récent. Le documentaire cherche à fournir des preuves issues du registre rocheux qui concordent avec le récit biblique d'un déluge catastrophique, suggérant que de nombreuses caractéristiques géologiques actuelles de la Terre se sont formées dans un laps de temps beaucoup plus court que ce que la science dominante affirme généralement. Et c'est un documentaire que je recommande vivement parce que tout le process de cette étude dans le Grand Canyon, de prélèvement des échantillons, et ensuite tout le travail de laboratoire, tout ça est filmé, et on a donc une occasion de voir le processus de la science créationniste pas à pas. Et nous pouvons lire le psaume 104 qui nous dit « Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées, au lieu que tu leur avais fixé ». Et ce psaume est parle en contexte au début du déluge, et on voit en fait que c'est à la fin que les montagnes se sont élevées et que les vallées se sont abaissées. Parlons maintenant du charbon, puisqu'il avait été, il me semble, mentionné également par Pascal. En fait, le processus d'ouillification ou de charbonisation ne nécessite pas beaucoup de temps. Ces dernières années, plusieurs expériences en laboratoire ont montré que le charbon peut se former rapidement, en quelques heures ou quelques jours seulement. Des conditions extrêmes peuvent le faire encore plus rapidement. Il faut de la chaleur, mais pas nécessairement de la pression. Le processus est accéléré par la présence d'une argile volcanique comme la montmorillonite ou la kaolinite, toujours abondamment mêlée au charbon. Cette argile peut se présenter sous la forme de fines particules d'argile dans le charbon non brûlé ou de clinkers qu'il faut retirer des fours à charbon après la combustion du charbon. Si ces conditions sont réunies, la matière organique végétale, la tourbe, se transformera rapidement en charbon. Lors de l'éruption du mont Sainte-Hélène en 1980, des processus phénoménaux se sont déclenchés, produisant instantanément des résultats géologiques imitant ceux que l'on nous apprend à penser qu'ils ont nécessité des millions d'années. Une explosion de vapeur surchauffée, hautement énergétique, a été libérée, se déplaçant à grande vitesse et dévastant la forêt environnante. Un anneau où les arbres avaient été abattus était entouré d'une zone d'abattage avec une zone calcinée tout autour. Après l'éruption, une bûche carbonisée
a été trouvé avec du bois à une extrémité et du matériau à l'autre qui, après analyse au microscope, s'est avéré être un charbon de qualité plutôt élevée, formé essentiellement instantanément. L'explosion a déraciné des millions d'arbres et les a emportés dans le Spirit Lake, qui était situé à proximité, où ils ont flotté pendant des années dans un étrange tapis de rondins, déplacés par des vents incessants. Au fur et à mesure de leur déplacement, l'écorce s'est abrasée et a coulé au fond, où elle s'est accumulée sous forme d'une épaisse couche de tourbe. Dans une matrice de cendres volcaniques, de feuilles et de bois en décomposition, elle a pris une apparence étonnamment stratifiée. Cette tourbe ne se transforme pas actuellement en charbon, mais elle possède les ingrédients et la géométrie requis. Si un autre événement volcanique devait recouvrir la couche de cendres brûlantes, elle pourrait rapidement se métamorphoser en charbon. Une équipe de recherche du Argonne National Laboratory dans l'Illinois a fabriqué un matériau ressemblant au charbon en chauffant des matériaux végétaux avec des minéraux argileux à 150 degrés pendant 2 à 8 mois en absence d'oxygène. Après une série d'expériences de ce type, l'équipe a conclu que le charbon peut être produit directement à partir de matières végétales via des réactions thermiques accélérées par les minéraux argileux en seulement 1 à 4 mois. D'autres expériences ont également confirmé que les particules d'argile agissent comme des catalyseurs chimiques dans un processus de formation rapide du charbon. Il est donc intéressant que les minéraux argileux représentent souvent jusqu'à 80% de la matière non végétale dans le charbon réel. Des expériences ultérieures ont simulé de plus près les conditions géologiques naturelles, avec des températures de seulement 125 degrés et des pressions plus faibles, qui équivalent à un enfouissement sous 1800 mètres de sédiments humides. Après seulement 75 jours, la plante d'origine et les matériaux en bois se sont encore transformés en charbon, un résultat comparable chimiquement au charbon provenant de la même région d'Indonésie. Comme ces expériences ont simulé des conditions naturelles, nous pouvons être certains que le processus de formation du charbon est rapide et ne nécessite que quelques mois. Il n'y a donc aucune raison d'insister sur le fait que la formation du charbon nécessite des millions d'années. Pascal nous dit encore, on trouve des fossiles d'animaux aquatiques, poissons, baleines, dans des couches bien plus récentes que là où on trouve des dinosaures ou des reptiles mammaliens. On trouve des libellules encore en dessous, ça ne marche pas votre truc. On peut se demander aussi pourquoi les animaux marins périraient lors du déluge. Si c'est un problème de salinité de l'eau, alors il aurait fallu des aquariums dans l'arche pour qu'ils soient épargnés. Et oui, de nombreuses créatures marines ont été tuées lors du déluge en raison de la turbidité de l'eau, des changements de température, etc. Il faut se rappeler que le déluge, c'est un événement tectonique avec l'éclatement des fontaines du Grand Abîme, qui est en fait l'éclatement des dorsales océaniques, et donc on a l'expansion du sol océanique, on a la subduction, on a des coulées pyroclastiques, on a des coulées sous-marines, on a l'eau qui devient beaucoup plus chaude. Voilà, on a des créatures côtières qui vont être emportées par les tsunamis. Et les tsunamis, à mesure qu'ils soient plus gros, ils vont sourcer en eau plus profonde. Donc, en fait, il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer que des créatures marines aient été tuées pendant le déluge. Pas toutes. On ne dit pas que 100% a été tué, mais qu'un nombre significatif a été emporté. Et les fossiles témoignent en fait de la destruction massive de la vie marine, car 95% des fossiles sont constitués de créatures marines. Cela concorde avec le récit biblique selon lequel le déluge a commencé avec la rupture des fontaines du Grand Abîme, c'est-à-dire qu'il a commencé dans la mer, le déluge. Pascal nous dit il existe beaucoup d'os qui ont été clairement fossilisés à sec, par exemple cendres volcaniques, traces d'érosion éolienne, des traces fossilisées dans la boue lorsqu'elle a séché, etc. Il y a eu des tsunamis ou pas? Pas partout en tout cas. Et il n'y a pas non plus une couche qui montrerait un tel événement cataclysmique. Si c'est parce que les couches ont été chamboulées, difficile à croire que par endroits, malgré le caractère global et brutal, on aurait eu des spots de fossilisation lente, calme, avec des petits sédiments, qui seraient venus sans que rien de plus gros ne soit transporté. Alors, la fossilisation en conditions aquatiques est de loin la forme la plus courante de fossilisation par rapport à la fossilisation à sec. En effet, l'eau joue un rôle crucial dans le processus de fossilisation en permettant le dépôt rapide de sédiments qui recouvrent et protègent les restes organiques des prédateurs et des éléments naturels. La fossilisation à sec ou terrestre est beaucoup plus rare, car elle nécessite des conditions spécifiques de préservation rapide, comme dans les environnements désertiques, mais elle reste marginale par rapport aux fossiles formés en milieu aquatique.
Les animaux marins près de la côte peuvent mourir, et plus les tsunamis sont gros, plus ils peuvent se sourcer dans les eaux profondes. Et on ajoute à ça l'activité volcanique sous-marine et tous les chamboulements qu'il y a eu, comme la création d'un nouveau sol océanique, les océans chauds. J'en avais parlé avec les trilobites dans la première vidéo question-réponse de la série. Puis ensuite, à la fin de l'ère glaciaire provoquée par le déluge, il y a aussi des vents forts qui ont pris des animaux à sec, mais la majorité a été fossilisée durant le déluge. Il faut prendre en compte que le déluge est un événement d'un an rempli de mini-événements. L'eau est montée progressivement durant 150 jours et elle est redescendue progressivement durant les 7 mois qui ont suivi. Beaucoup de travaux géologiques divers ont été accomplis durant tous ces mois. Et je recommande le modèle BEDS, BEDS, pour expliquer les traces qui s'expliquent mieux dans le modèle diluvien. Parlons-en ici. Le modèle BEDS, Briefly Exposed Diluvial Sediments, la théorie des sédiments diluviaux brièvement exposés, est un concept proposé pour expliquer certaines formations géologiques spécifiques associées au déluge de Noé. Il suggère que pendant la montée et la baisse des eaux du déluge, certaines zones de sédiments fraîchement déposés auraient été temporairement exposées à la surface. Cette exposition de courte durée aurait permis plusieurs phénomènes géologiques paléontologiques, notamment les traces de dinosaures. Les dinosaures auraient marché sur des sédiments brièvement exposés avant que les eaux ne remontent et ne les recouvrent à nouveau, préservant ainsi leur empreinte. Les œufs de dinosaures et les ossements. La théorie explique la présence d'œufs et de nids trouvés dans les strates, suggérant que ces animaux auraient pu temporairement pondre dans des zones à peine émergées avant que l'eau ne recouvre ces sites à nouveau. La formation de lits d'ossements scavengés. Des animaux morts ou décomposés ont pu être déplacés, leurs ossements dispersés dans les sédiments, créant des lits d'ossements mélangés par des charognards avant d'être réenfouis sous de nouvelles couches de sédiments. Et enfin, la formation du charbon. Le modèle BEDS offre également une explication pour l'origine du charbon. Pendant des périodes d'exposition temporaire des sédiments, de grandes quantités de végétation auraient pu s'accumuler, se compacter et éventuellement se transformer en charbon une fois recouverte à nouveau par les eaux. En somme, le modèle BEDS cherche à résoudre certaines incohérences dans les modèles géologiques traditionnels en intégrant les effets d'un déluge global et en expliquant comment certaines formations, traces et fossiles ont pu se former rapidement pendant cet événement cataclysmique. Et c'est vrai que c'est un problème dans le modèle évolutionniste, c'est l'un des nombreux problèmes, c'est que les traces d'animaux apparaissent avant les animaux qui les ont formés. Et si on s'attend à ça dans le modèle diluvien, avec notamment ce modèle BEDS, on ne s'y attend pas en fait dans le modèle évolutionniste, parce que les parties dures, les os, les dents, ce sont des choses qui se fossilisent plus facilement. Alors que les traces de dinosaures, eh bien, nous savons qu'elles, les traces tout court, en fait, elles s'effacent. On voit ça à la plage lorsqu'on marche et que les vagues effacent nos traces. Et c'est vrai que quand vous avez, pour les tétrapodes, pour les dinosaures, pour les trilobites, quand vous voyez que leurs traces apparaissent avant dans le registre fossile et ensuite on a les parties dures qui apparaissent, c'est pas quelque chose de très compréhensible parce que les parties dures sont facilement fossilisables, on devrait donc les trouver avant dans le modèle évolutionniste, et les traces on ne devrait pas en trouver parce que c'est très difficile à conserver. Et s'il y a eu des traces de dinosaures, etc., ça veut dire qu'il y avait des dinosaures. Par exemple, si vous regardez pour les tétrapodes, la première trace d'œufs qu'on a, des animaux terrestres, eh bien, ce sont des traces que nous avons. Et donc ça pose problème parce qu'effectivement les tétrapodes arrivent après dans le registre fossile, donc du mal un peu à comprendre et ça cause de gros problèmes parce que ça veut dire que les fossiles de transition qu'on va essayer de mettre en avant, eh bien, sont après que les animaux marchaient déjà sur la Terre, visiblement. Donc j'aurai l'occasion de revenir sur les transitions proposées par les évolutionnistes pour passer de poisson à nageoire rayonnée à poisson à nageoire lobée, pour passer de poisson à nageoire lobée à des tétrapodes, des amphibiens à des reptiles, ou des reptiles à des mammifères, ou des reptiles aux oiseaux, des choses comme ça. On aura l'occasion de revoir ça, et bien sûr, le fait que des primates soient devenus hommes. Sur toutes ces choses-là, en fait, on n'a pas de... Il n'y a absolument aucune preuve solide qui est présentée, ce sont des scénarios, des histoires qui sont proposées. On essaie de proposer une histoire convaincante autour de ce qu'on voit, mais c'est vrai qu'en fait, on peut proposer autre chose, et nous, les créationnistes, nous proposons en fait la création surnaturelle
de familles d'animaux au début de la Genèse, et puis après ces familles d'animaux se sont diversifiées parce que le code génétique permet un certain niveau de diversification au sein même d'une famille. Et puis après, on a le déluge biblique, et puis on a la biogéographie qui suit, avec la dispersion des animaux partout sur Terre, et des spécialisations, et donc un modèle que les évolutionnistes pourraient appeler la microévolution. Nous on évite ce terme parce que le terme évolution est un terme trompeur, c'est un terme qu'on utilise à toutes les sauces pour parler de choses différentes. C'est vrai que quand on parle de spéciation, d'adaptation, eh bien là, nous parlons en fait d'un processus descendant. On a un code génétique et on va utiliser certaines caractéristiques de ce code génétique pour s'adapter à l'environnement, et puis après la spécialisation à un moment donné à la limite, on ne peut plus aller plus loin. Et l'image en fait, c'est qu'on est en haut d'une montagne et que on descend de la montagne avec la spécialisation et l'adaptation, alors qu'en fait la macroévolution c'est l'inverse en fait. Il faut partir en bas de la montagne, on n'a rien et on crée. On crée des gènes, on va coder des choses à partir de rien. Et là en fait on voit qu'en fait la direction de la macroévolution c'est une direction montante, alors que la direction de la microévolution c'est une direction descendante. C'est des choses qui ne peuvent pas s'harmoniser. C'est des choses contraires. Et donc les créationnistes ont tout à fait le modèle de spéciation et d'adaptation, ce qui est une caractéristique du modèle de dessin intelligent en fait. Et en fait la macroévolution, il n'y a absolument rien pour ça. Les évolutionnistes au début nous rassuraient sur le fait que la sélection naturelle pouvait l'expliquer. C'était en quelque sorte l'évolution 1.0, puis ça n'a pas fonctionné. Et donc ils nous ont proposé les mutations par la suite avec la synthèse néo-darwinienne qui était en quelque sorte l'évolution 2.0, mais là encore on s'est rendu compte que ça ne marche pas. Et donc on nous propose aujourd'hui de la recombinaison génétique, de la dérive génétique, de la duplication de gènes, le transfert de gènes horizontaux. On propose ce genre de choses. À chaque fois en fait on rajoute des mécanismes pour essayer de sauver la maison, et ça ne marche pas en fait parce que fondamentalement les conclusions de Darwin sont fausses. Et c'est vrai que les évolutionnistes aujourd'hui admettent que Darwin a fait beaucoup d'erreurs. C'est en grande partie dû en fait au manque de connaissances qu'il avait à l'époque, parce que l'époque on n'avait pas encore toutes ces connaissances au niveau biologie moléculaire, en génétique, etc. Mais ce qui est étonnant, c'est de dire que Darwin a fait beaucoup d'erreurs, mais de conserver en fait ses conclusions, parce qu'en fait ces conclusions sont toujours maintenues aujourd'hui, elles n'ont pas changé, c'est toujours un organisme qui serait l'ancêtre de tous les êtres vivants. Donc c'est assez étonnant en fait de voir que les évolutionnistes en fait ne changent jamais de conclusion. Ils changent de mécanisme, ils ne changent jamais de conclusion. C'est pareil en géologie, hein. On avait pendant longtemps la géologie uniformitarienne ou l'actualisme. On voulait tout expliquer avec des processus lents. Et c'est vrai que dans les années 80, avec l'éruption du Mont Sainte-Hélène et d'autres points, en fait, ils ont complètement changé d'opinion en passant au néo-catastrophisme. Et ce qui est étonnant, encore une fois, c'est que malgré le passage de l'uniformitarisme au néo-catastrophisme, les échelles de temps n'ont pas changé. Les échelles de temps, en fait, les millions d'années existent depuis les années 1800, et en fait, on n'a jamais voulu remettre ça en question, peu importe que les mécanismes sont complètement différents, et en fait, on garde toujours les mêmes conclusions. Et bon, voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur cette partie-là, et nous continuerons à aborder des sujets géologiques et paléontologiques et biologiques et cosmologiques, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à très bientôt. Au revoir.